L'information tech de l'été avec X, le nouveau nom de Twitter, les premières applications du DSA, du Digital Services Act, les nouvelles directives légales qui vont contraindre les grandes entreprises à modifier leur fonctionnement pour les utilisateurs européens, de la désinformation à la sauce ChatGPT, de l'intelligence artificielle en veux-tu en voilà, et cette sempiternelle question: l'IA va-t-elle bouleverser le monde du travail? Ce sont les thèmes de cet épisode 331 de Tech Café. Vous écoutez Tech Café, votre podcast qui vous informe sur les nouvelles technologies pendant vos temps morts. Nous sommes le 29 août 2023 et c'est la rentrée de votre podcast avec le premier de la déjà 11e saison, le premier épisode de la 11e saison. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve le responsable assidu du conducteur de cet épisode. Il a travaillé tout l'été pour ne rien qu'on puisse manquer de l'actu de la tech. C'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu? As-tu passé un bel été? Mais écoute, oui, c'était très bien. J'ai travaillé bien évidemment pour le podcast, mais j'étais aussi pas mal en vacances et on a pas mal bougé, c'était pas mal. Je me suis même pris une grosse crève, ça a été un été bien rempli. Ah bah c'est bien, si tu as coché la case du rhume de l'été, c'est parfait. Ça fait très plaisir de retrouver ces enregistrements de podcast et de Tech Café. On espère évidemment que vous aurez plaisir à nous retrouver régulièrement semaine après semaine. Écoute, de mon côté, j'ai eu le sentiment pour quelques années maintenant, ça faisait quelques années que j'avais pas eu ce sentiment de vraiment me reposer, de vraiment couper, de pas avoir autant de besoin de me connecter. Non pas que j'ai fait une digital detox comme on dit total, mais enfin j'ai pu me déconnecter. Je suis allé en Bretagne, évidemment, grand plaisir de retrouver la Bretagne et son temps si caractéristique de l'été. J'ai fait quelques jeux vidéo, j'aurai l'occasion d'y revenir, je pense, dans les futurs épisodes au fil de l'eau. Beaucoup de lectures et puis des démarches perso qu'on n'a pas la possibilité de faire autrement. Alors du repos, c'est cool. Et puis vous avez beaucoup aimé les épisodes de cet été. Vous avez eu plein de retours, notamment pour l'épisode rétro 2003, et puis les interviews qui ont été diffusées. Alors notamment Romaric Briand, ça vous a beaucoup plu d'avoir comme ça ce personnage qu'on n'a pas l'habitude d'entendre quand on entend parler de tech, mais qui pourtant nous a livré un petit peu son rapport à la tech. Puis il est très inspiré par l'intelligence artificielle dans son domaine, la création de jeux, et je parle pas forcément évidemment de jeux vidéo. Donc si jamais vous n'avez pas écouté ces épisodes, peut-être que vous découvrez Tech Café, je vous invite à remonter dans le flux du podcast et vous pourrez écouter les épisodes. Il y a trois épisodes qui recouvrent cette interview de Romaric Briand, parce qu'on a parlé longtemps, on était très fatigués à la fin de nos presque 3 heures d'échange, mais c'était très cool à partager. Allez, j'en profite pour reprendre les bonnes habitudes, et les bonnes habitudes, c'est de dérouler le tapis rouge, Guillaume, tu t'en doutes, pour accueillir les bras ouverts les nouveaux soutiens sur Patreon. Alors oui, il y en a quelques-uns qui sont partis, mais il y en a aussi plein qui sont arrivés, et on est vraiment ravis de les voir arriver. Il y a Olivier Verbruck, alors que je connais un petit peu dans le monde du podcast. Si vous aimez les jeux de rôle, les podcasts de live play de jeux de rôle, vous l'aurez peut-être déjà entendu. Il fait aussi d'autres choses, mais il rejoint en tout cas les soutiens Patreon de Tech Café. Francis Kopp, Romuald Smyrne, Florian Schwartz, c'est un nom qu'on a l'habitude de suivre, Cyril T, Nicolas Derian, Stéphane Marchal, Coco Lastico, Thomas Le Carpentier, qui doit, j'imagine, travailler peut-être dans l'agriculture ou qui aime bien les vaches, et Jean Desravines et même Gusco tout récemment. Alors merci beaucoup à eux de s'être inscrits sur patreon.com/techcafé. Ils le savent, mais vous le savez peut-être aussi, je vous le rappelle, Tech Café est gratuit. On vous rend service de vous faire votre veille sur la tech avec nos remarques parfois acerbes pour vous permettre de prendre du recul sur l'info et mieux vous faire votre avis durant les temps où votre capacité d'attention à l'audio reste entière. Ça peut être les transports, les tâches ménagères, le sport ou toute autre activité qui vous laisse du temps de cerveau à peu près disponible. Mais vous pouvez également, si vous pensez que le podcast vous fait vraiment gagner du temps et vous êtes concrètement au quotidien, à titre perso, par passion, dans votre travail, nous rémunérer à la hauteur de ce que vous souhaiteriez pour quelques euros chaque mois. En échange, vous accédez au flux privé du podcast pour écouter les épisodes sans la pub et avec les repères minutés des sujets abordés dans l'émission. Vous ne pourrez rien
manqué. Et puis, merci de rendre les trajets domicile-travail plus enrichissants, nous dit City63. J'ai débuté par Tech Café Domotique, mais en l'absence d'épisodes réguliers, j'ai testé les 2 Guillaume et depuis, je ne peux plus me passer de vos analyses tech pertinentes. En plus, certaines infos m'ont été utiles dans mon taf, donc c'est vraiment génial. Longue vie à Tech Café. Merci beaucoup à toi de nous faire ce type de remontée, c'est hyper précieux. Et merci aussi à Neuville Alexis, qui a déposé un commentaire sur sur les avis Apple Podcast de Suisse. Il y a de ça quelques semaines maintenant, puisqu'il l'a fait fin juin. Un grand merci à vous deux. Je trépigne d'impatience entre chaque épisode. Je ne suis jamais déçu. J'aimerais seulement une chose. Tiens-toi bien, Guillaume, ou bouge-toi les oreilles. Tu me diras que l'on puisse financièrement vous soutenir via Apple Podcast, car j'ai tous mes abonnements ici. Au plaisir de vous écouter. Alexis, bah écoute, je te propose que en attendant 15 jours peut-être, il y ait des abonnements Apple Podcast pour Tech Café qui soit activé, que tu viennes quand même envisager de nous soutenir sur Patreon, mais t'inquiète pas, j'y réfléchis, j'ai commencé à regarder ça en détail, on se tiendra au courant. En attendant, vous qui nous écoutez, commentez sur techcafé.fr et rendez-vous également sur Discord où vous pouvez parler de tech, mais pas seulement, entre vous et avec nous, techcafé.fr/Discord. Guillaume, sans autre forme de procès, il est grand temps maintenant qu'on remplisse notre mission et qu'on tienne au courant nos auditeurs des trucs incontournables de cet été. Et il y a un truc qui est un peu incontournable d'un point de vue presque histoire de la tech et histoire des réseaux sociaux, qui pourtant d'un point de vue innovation, franchement, va pas casser 3 pattes à un canard et ne va pas changer votre avenir, mais c'est marrant de remarquer que cet élément cosmétique fait autant parler de lui. On se doit aussi de le relayer un petit peu parce qu'on n'en a pas parlé dans Tech Café. Guillaume, il faut plus dire Twitter. Il faut dire quoi alors maintenant ? Bah écoute, inévitablement, comme on n'a pas été là pendant un bon mois, on va se faire un petit récap de l'été. Et effectivement, à moins que vous ayez fait une cure détox numérique vraiment très efficace, et bravo si c'est le cas, mais il était difficile de ne pas régulièrement tomber sur des news d'Elon Musk et de Twitter, bien entendu maintenant de X. Parce que Twitter n'existe plus, c'est officiel, c'est tellement officiel que tout a été changé et qu'Elon s'est débarrassé même aux enchères de tous les goodies avec un oiseau bleu qui était encore présent dans les locaux. Donc on pouvait acquérir du mobilier siglé, des objets divers, des gros panneaux lumineux avec le défunt oiseau, des peintures, etc. Il y avait dans les 600 items, dont on est parti pour $100,000 quand même. Mais donc, fini les tweets, fini les tweetos, désormais on a un nouveau vocabulaire qui est pas encore vraiment bien défini, puisque officiellement un tweet devient une publication, un retweet une republication, sauf qu'Elon lui il dit XE et rexé. Les tweetos deviennent des Xos, je sais pas, écoute, je suis désolé pour vous, en tout cas je compatis. Twitter Blue devient X Premium, et TweetDeck devient X Pro. Attention, sans espace. Et au passage, évidemment, TweetDeck, donc ce X Pro devient payant, puisque voilà, ça fait désormais partie du package X Premium, et tout ça, Elon l'a décidé tout seul, sans consulter personne, du jour au lendemain. Alors voilà, pourquoi tu es une marque bien installée depuis plus de 15 ans, universellement connue et reconnue, qui fait partie de la culture globale, à tel point que même Mamie Jeanne reconnaît le logo. Pourquoi surtout la remplacer par une lettre, qui est un cauchemar de référencement, avec un logo bricolé sous Paint à la place d'un oiseau bleu tout mignon qui était très sympathique. Bah écoute, si on en croit Esther Crawford, c'est l'instinct, d'Elon qui leur aurait dicté de faire ça. Esther qui est Esther Crawford alors ? Elle a participé au lancement de Twitter Blue. En fait, ça a été un soutien de Musk pendant un bon moment. Et puis, elle s'est fait lourder. Alors, elle dit ce qu'elle pense d'Elon dans une vidéo de 14 minutes, qui balance quand même pas mal. On n'y apprend pas énormément de choses finalement. Musk dirige seul, il prend des décisions instinctives. C'est-à-dire, je cite, qu'il ne se sent pas obligé de faire des recherches ou de s'appuyer sur des données pour s'éclairer. Bon. Donc Esther a été un petit peu frustrée parce qu'elle, du coup, elle avait des données, c'était un petit peu son boulot. Mais bon, fallait pas trop le contrarier non plus parce que Elon peut être charmant et marrant quand il est de bonne humeur, mais ça change vite. Son humeur change vite et quand il est en colère, tout le monde a peur de lui. Alors pour Linda Yaccarino, qui est donc le CEO de Twitter, enfin de X maintenant, et qui assure conserver une certaine liberté malgré Elon, qui est toujours plus ou moins dans les parages, le passage à X est là pour marquer une rupture en interne, comme publiquement, entre le Twitter de papa et X, qui est l'application à tout faire, le WeChat, donc à l'américaine. Parce que copier WeChat, finalement, ça a toujours été le but initial de Musk, faire une sorte de super PayPal social, en quelque sorte. Donc WeChat, c'est une appli qui est universelle en Chine et qui est complètement polyvalente. Elle permet de tout faire, du shopping, de la visio, du service client, des jeux vidéo, à peu près n'importe quoi, et Twitter veut évoluer dans ce sens. Donc elle est devenue déjà un média d'ailleurs, Twitter, avec les Spaces, avec les vidéos, etc. Donc ça va bientôt inclure un service de paiement, peut-être des services financiers à terme, va savoir. Donc que sera X dans 5 ans, c'est pas si clair. Donc Musk est vraiment en train de tout péter, mais Esther Crawford estime qu'il a les moyens de construire sur ses ruines quelque chose qui pourrait marcher.
Eh bien, c'est tout ce qu'on lui souhaite. En attendant, il y a quand même la valorisation de de X, qui a pris cher, hein. Il y a certaines personnes qui ont essayé d'estimer la valeur de la marque Twitter. Et évidemment, quand tu abandonnes tout rattachement à Twitter, tu perds de la valeur pour ton entreprise. Était-ce une bonne idée? Je suis pas certain. Moi, j'avais vraiment l'impression que quand tu rachetais Twitter, tu rachetais aussi la marque et pas que la partie technologique. Tu vois, donc c'est très curieux finalement de te dire qu'il a retenu la partie qui me paraissait la moins coûteuse et peut-être la moins dure à redévelopper de zéro. Peut-être que c'est naïf de ma part de s'imaginer qu'on peut redévelopper un Twitter de zéro. Mais enfin, bon, en tout cas, ce sont ses choix. Et puis, on sent que c'est un changement de marque peut-être un peu brutal et soudain. Tu le remarques quand les médias parlent systématiquement de « ceci a été dit dans X, entre parenthèses, ex-Twitter ». Tu vois, personne n'est suffisamment à l'aise aujourd'hui pour dire X tout court. On sent bien que c'est une marque qui va avoir peut-être un petit peu de mal à s'imposer. On va suivre ça ensemble. Ça, c'était l'élément un peu incontournable pour l'actu de la tech. Et comme vous l'avez compris, il n'y a pas des conséquences de dingue dans vos usages et dans les mouvements de la tech. Mais enfin, c'est marquant. Ce qui est intéressant aussi de relever, c'est le petit affrontement, la petite guéguerre, qui a pu prendre des proportions tantôt titanesques et tantôt assez ridicules entre donc Elon Musk, grand détenteur de X, et Mark Zuckerberg, qui voudrait bien, lui, se faire une place dans le monde du microblogging, Guillaume. Oui, et puis bon, évidemment, hein, je suis aussi extrêmement désolé de vous l'annoncer, mais le combat entre Elon Musk et Mark Zuckerberg, je veux dire le combat avec des points, hein, le combat de MMA, n'aura sans doute pas lieu. Mark a posté dans Threads qu'il estimait que Musk n'était pas sérieux, qu'il voulait passer à autre chose. Faut dire que l'autre lui a aussi proposé un match d'entraînement dans son jardin, et dernièrement, il a xé qu'il allait demander à sa Tesla d'aller chez Zuckerberg, hein, et que si jamais il lui ouvre la porte en personne, il le tape. Bon, en fait, il a presque fait, parce que pendant la démo de la future version 12 du FSD, du Full Self-Driving, il a cherché l'adresse de Mark sur Google. D'ailleurs, il a aussi il a testé sa Tesla avec le nouveau logiciel, en ignorant complètement toutes les mesures de sécurité imposées par Tesla elle-même. Il avait même son téléphone. Il regardait même son téléphone en conduisant, disons, à la place du conducteur, ce qui est interdit d'ailleurs par la loi californienne. Bon, sans doute Zuckerberg était lui sérieux, hein, il voulait organiser un truc pro, et Elon n'est clairement pas là-dedans, donc il y aura probablement pas de combat dans une cage. Et bon, oui, moi aussi je suis extrêmement déçu, parce que bon, quel que soit le vainqueur, ils auraient eu tous deux des bleus, des plaies, des dents cassées, ça aurait été divertissant, ça aurait été mérité même peut-être. Parce que bon, l'un comme l'autre mérite des baffes, hein, faut le dire, donc voilà, X aurait sciemment ralenti par exemple l'accès à des sites concurrents comme Meta, Blue Sky et Substack cet été, voire des journaux comme le New York Times. C'est une analyse du Washington Post qui l'affirme, hein, si vous cliquez sur X, sur un lien vers ce journal par exemple, il fallait plusieurs secondes pour aller sur le site, alors que Fox News, YouTube ou Mastodon se chargeaient instantanément. Alors je sais que ça ressemble à un bug, mais enfin quand même 5 secondes pour aller charger moins d'un kilooctet, c'est bizarre, surtout quand ça frappe Meta et pas Google. Bon, la communication de Musk n'arrange pas les choses, hein, puisqu'il a annoncé ne plus vouloir faire de la pub gratuite pour la concurrence, je cite, alors oui, du coup on se demande, c'est pas forcément ce qui va arranger la réputation du réseau et ses relations avec les journalistes, hein, ni avec les scientifiques d'ailleurs. En particulier en ce qui concerne l'écologie, le changement climatique en général, hein, puisqu'il y a une étude scientifique de Pomona College, alors Pomona c'est en Californie, qui analyse l'activité Twitter entre 2019 et avril 2023, donc c'est Twitter, de 380 000 utilisateurs qui discutaient fréquemment de changement climatique, de biodiversité, etc. Il y en a à peine la moitié qui sont encore actifs en avril 2023. Donc les utilisateurs qui discutent politique ont aussi vu leurs effectifs baisser de 20%, mais on peut dire que c'est quand même nettement moins, et il y a un véritable exode en ce qui concerne le sujet de l'environnement, et en particulier c'est clairement Musk qui a pourri l'ambiance, hein. Il y a une autre étude qui montre que la moitié d'un panel de 9200 scientifiques ont significativement réduit le temps passé sur Twitter. 46% ont rejoint d'ailleurs d'autres médias sociaux comme Mastodon. Et pour illustrer le phénomène, on peut reprendre les propos de Peter Glake, qui est donc écologue et membre de l'Académie des sciences américaines, hein. Donc lui, il quitte X en disant qu'il ne peut plus rester là, il postera plus que sur Mastodon, Instagram et LinkedIn, ainsi que sur d'autres plateformes qui, je cite, offriront des opportunités d'interagir, de communiquer avec un respect, une justice et une éthique qui sont totalement abandonnées ici. Bon, qui restera sur X à terme? Peut-être pas les meilleurs, et si Elon ne se prend pas une rouste par Zuckerberg, peut-être que l'Europe pourrait lui en mettre une, et pas qu'à lui d'ailleurs, hein.
Ils peuvent donner des baffes à beaucoup de monde et ils se donnent les moyens de donner des baffes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'est-ce qui se passe du côté des, entre guillemets, concurrents de Twitter, les services de réseaux sociaux type microblogging qui voudraient tirer parti de ce virage de X qui ne réjouit pas tout le monde. Au passage, cet été, il y a eu plusieurs affaires, et on va pas les détailler là, mais de modération dans Mastodon, qui semble être un vrai sujet. Alors au-delà de la difficulté qu'il peut y avoir pour le grand public d'adopter un outil comme Mastodon, demande de choisir une instance, c'est pas toujours hyper évident et hyper compatible avec la paresse intellectuelle qu'on a largement confiée aux réseaux sociaux ces dernières années. Mais au-delà de ça, il y a des problèmes vraiment de comptes qui se font bloqués par des instances. Alors probablement qu'ils ne respectent pas les directives qui sont indiquées par les instances, mais il y a vraiment des flous artistiques et a priori cette décentralisation, elle ne satisfait pas vraiment encore tout le monde. Alors ça laisse des opportunités pour les réseaux sociaux type microblogging qui ne dépendent pas d'instances complètement décentralisées comme Mastodon. Évidemment, on peut penser à Blue Sky qui commence à petit creuser son trou, mais évidemment à Threads qui a fait tantôt les actualités de type gros titres des réseaux sociaux et puis qui s'est un petit peu effondré depuis. Alors il faut pas l'enterrer tout de suite, mais Guillaume, on peut peut-être s'intéresser un petit peu sur ce qui se passe du côté des autres réseaux sociaux de Threads notamment. Écoute, parlons aussi un peu de Meta, dont le concurrent de X, Threads, se porte pas si mal que ça, mais pas non plus trop bien, puisque c'est bien résumé. Il a eu un lancement explosif, c'est vrai. Souvenez-vous, 100 millions d'inscrits en moins de 5 jours, le nombre d'utilisateurs actifs sur la plateforme n'a cessé de baisser depuis. Sur Android, on en avait 49 millions le 7 juillet, 23 millions le 14 juillet et moins de 13 le 23. Donc c'est des données de SimilarWeb qui sont pas très flatteuses, On n'a pas de données concernant iOS, je doute que ça soit radicalement différent, donc du coup on peut se demander s'il n'y a pas, disons, plus que 25% des utilisateurs initiaux qui sont encore sur la plateforme. Mais chez Meta on est quand même plutôt content parce qu'on s'attendait en moins. Alors comme quoi, tout est une histoire d'état d'esprit, il faut être dans la gratitude, c'est bien. Zuckerberg reconnaît que Threads a besoin de s'étoffer un petit peu au niveau fonctionnalité, d'ailleurs il a reçu une version web il y a pas longtemps, qui est encore un peu chiche en fonctionnalité par rapport à l'appli. Bon, avec le temps, peut-être que Threads pourra tisser une relation de confiance avec les déçus de X, mais bon, c'est Meta, donc c'est pas gagné, d'autant qu'on a un scandale Meta de la semaine. Cette expérience menée en Europe par Echo, qui est une ONG américaine. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait chez Echo ? Ils ont acheté les 4 et 8 août derniers 13 pubs à diffuser dans divers pays européens. Et 8 pubs sur 13 ont été approuvées par Meta sans aucun problème, sauf que leur contenu est notoirement toxique. Donc il y en a une qui appelait les Allemands à brûler les synagogues pour protéger l'Allemagne blanche, et une autre qui appelait les Roumains à nettoyer le pays des gays, globalement, des LGBT. Deux autres affirmaient que la dernière élection en Espagne avait été volée et appelaient carrément à l'insurrection. Il y en a plusieurs qui attisaient la peur, que l'Europe soit envahie d'immigrants et qu'il y ait directement à la criminalité et l'immigration. Tout était accompagné d'images génératives, qui avaient été faites par Stable Diffusion ou DALL-E, pour illustrer le truc, avec, par exemple, des synagogues qui brûlent. Les chercheurs ont retiré les annonces juste avant qu'elles ne soient effectivement diffusées, donc personne ne les a vues, dans aucun pays, mais c'est pas brillant. Et à l'heure où le DSA entre en vigueur, c'est même carrément alarmant. Ça met en évidence le besoin de forcer les plateformes à plus de vigilance, parce que manifestement, d'elles-mêmes, elles font que dalle. On peut voir ça comme une illustration de plus, d'un besoin de réglementation supplémentaire. Le DSA concernera d'ailleurs ce volet-là, et aussi les algorithmes. Et d'ailleurs, les algorithmes aussi, c'est un sujet crucial. Tout dernièrement, il y a encore une étude de psychologie sociale qui examine l'interaction entre algo et utilisateurs sur les médias sociaux, et qui met encore en évidence la divergence entre l'objectif des algos et les intérêts des utilisateurs. Puisqu'en gros, les humains ont tendance à apprendre des autres en privilégiant certains critères de sélection. Donc ça, c'est un truc connu, ils retiennent ce que disent plutôt les gens prestigieux, plutôt les gens de leur groupe, et ils sont sensibles aussi, sursensibles, on va dire, aux informations d'ordre émotionnel et aux sujets moraux. Alors les Américains, évidemment, ont bien sûr trouvé un acronyme pour ce truc-là. Donc l'acronyme, c'est PRIME. PRIME pour Prestigious In-Group Moral Emotional. Donc voilà, donc le PR de Prestigious, le I, le In-Group Moral, donc le M de moral et le O de Emotional. Acronyme. Voilà, magnifique. Donc ça s'appelle PRIME, voilà, c'est facile à retenir, c'est bien, et tout ça, en fait, c'est des biais, et c'est des biais qui sont tout à fait compréhensibles, parce que dans l'histoire, par le passé, apprendre de gens prestigieux, oui, c'était avantageux, c'est des gens qui savent mieux que toi, manifestement, tu vois, donc c'était efficace. Être vigilant sur la morale aussi, ça permettait de favoriser une cohésion sociale, tu vois, bon. Il se trouve que bien naturellement, les algorithmes qui sont censés maximiser le temps passé sur la plateforme, ils vont amplifier les informations de type Prime.
Le problème, c'est que sur les médias sociaux, les informations prime ne sont plus aussi avantageuses que par le passé. Parce que les gens visibles sont pas forcément des gens fiables, parce que les groupes, ce fait de se fier beaucoup aux groupes, ça devient des bulles de filtre, et la sursélection de contenus polémiques, émotionnels, ça favorise la polarisation, ça favorise aussi la diffusion de désinformation. Donc l'étude en question montre ça, et puis évoque aussi la possibilité de créer des algos, la nécessité même de créer des algos qui favorisent l'engagement, tout en pénalisant les contenus de type prime, pour éviter ces effets. Donc c'est tout un programme. En attendant, on comprend pourquoi les algos aussi sont un volet qui est vachement important dans le DSA. C'est vraiment un sujet, ces algorithmes qu'on ne mesure pas encore, je pense, complètement dans notre quotidien, à quel point il peut avoir des impacts et à quel point il peut influencer notre raisonnement et notre comportement et nos usages. Peut-être qu'on s'en rendra compte quand le DSA sera largement entré en vigueur. Il faudra évidemment attendre de voir la manière dont ça va être mis en application. Est-ce que ça va être satisfaisant? Est-ce qu'on va vraiment pouvoir mesurer les conséquences à moyen et long terme? En tout cas, le DSA, c'est là. Ça fait longtemps, Guillaume, qu'on en parle de ce paquet législatif européen, DSA/DMA, et on en parlait bien souvent comme étant déjà un truc au futur, avec des caractéristiques peut-être pas complètement tangible, mais enfin ça y est, là ça fait quelques jours que officiellement il est rentré en application. Alors attention, toutes les entreprises ne sont pas encore concernées. Aujourd'hui il y a des critères qui concernent du coup directement les grandes entreprises en premier lieu. Elles vont devoir donner l'exemple. Guillaume, parlons un petit peu de la mise en application de ce fameux DSA. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça apporte? Eh ben oui, le DSA, donc on rappelle le Digital Service Act, qui est donc une loi au niveau européen qui est quand même d'une importance majeure et qui est entrée en vigueur le 25 août dernier. Et puis le moins qu'on puisse dire, c'est qu'effectivement ça pourrait changer pas mal de choses et que d'ailleurs les plateformes ne sont pas trop prêtes. Donc le DSA s'applique effectivement, comme tu l'as dit dans un premier temps, à seulement, entre guillemets, 19 grosses boîtes tech, qui ont plus de 45 millions d'utilisateurs par mois dans l'Union, parce que c'est une estimation de 10% de la population à peu près. Donc on y retrouve sans surprise, évidemment, Meta, Google, Amazon, Bing, TikTok, X désormais. Et on retrouve aussi... Il n'y a pas Zalando aussi? Alors si, on retrouve aussi avec un peu plus de surprise Pinterest ou Zalando, ou encore Booking. D'ailleurs, Zalando conteste sa présence dans la liste, comme Amazon, par ailleurs. Mais bon, ça fait pas de toute façon une différence fondamentale, parce que... Ce qui est un peu maladroit au passage, parce que il vaudrait mieux dire, on n'est pas concerné, mais évidemment, on se met en réglementation, puisque de toute façon, on va y avoir droit, bien évidemment. Oui, voilà, dès février 2024, de toute façon, tout le monde y aura droit. Le DSA concernera toute grosse boîte tech avec des exigences qui seront proportionnelles à sa taille. Et en plus, il y aura la deuxième couche, le DMA, qui devrait aussi entrer en vigueur donc à ce moment-là, aux grandes dames d'Apple et consorts. Mais on en reparlera le moment venu. Pour l'instant, le DSA exige déjà pas mal de choses des grandes plateformes qu'on leur demande pas ailleurs dans le monde, pour l'instant. Donc par exemple, interdiction de faire de la pub qui cible la religion ou les orientations sexuelles et qui cible les mineurs en général. Donc il faut une transparence de modération, comment on modère, pourquoi, etc. Il faut un outil de signalement simple qui soit obligatoire et facile, immédiat pour tout contenu illégal. Il faut une vérification obligatoire de la fiabilité des vendeurs aussi sur les plateformes de vente en ligne. Les algorithmes doivent être transparents aussi, ce qui est majeur, puisque ça veut dire que on le disait juste avant, les grandes plateformes doivent expliquer en détail comment fonctionne leur algorithme à la Commission européenne. Et je pense que c'est pas gagné, d'ailleurs, ce point, parce qu'avant que Meta explique comment fonctionne son algorithme, on avait dit dans d'autres épisodes que eux-mêmes en interne, on n'était pas complètement convaincus qu'ils savaient comment ça marchait. Bref. Écoute, ça va être vraiment intéressant. Et on doit aussi pouvoir utiliser d'ailleurs ces services, comme donc Meta ou X, par exemple, sans algorithme du tout, c'est-à-dire juste avec un flux chronologique. Ça change, ça. Après, les données des grandes plateformes doivent aussi être accessibles pour la recherche. Donc ça, c'est quelque chose qui d'ailleurs n'est plus vraiment d'actualité sur X, par exemple, puisque X fait payer l'accès à son API, ce qui disqualifie de fait la majorité des chercheurs. Donc on se demande, aussi d'ailleurs, en parlant de X, on se demande vraiment si elle est conforme à question modération, vu ses exploits récents et l'échec du test conduit en mars, qui ont amené à des avertissements assez, à des remarques assez vertes, de Thierry Breton à l'époque. Alors X dit travailler dur sur la question. Bon, Google, TikTok ou Meta ont déjà introduit des changements pour se préparer un petit peu. Donc TikTok, par exemple, propose uniquement en Europe un flux purement chronologique, sans algo de personnalisation du tout. Donc voilà, le flux sans algo, et il change aussi son ciblage. Ce qui est assez inévitable parce que c'est une plateforme qui est destinée aux jeunes, qui est pleine d'ados. Bon, forcément, eux, ils ont énormément de mineurs, donc forcément, c'est majeur pour eux. Meta aura embauché pas moins de 1000 personnes pour mettre en œuvre donc le DSA, et Google aura déjà introduit
1000 personnes. Faut dire qu'à l'échelle de Meta, voilà, c'est assez majeur. Et puis bon, Google a déjà introduit plein de trucs en amont aussi, hein, comme la possibilité d'un appel sur YouTube si une vidéo est retirée, par exemple. Plus de transparence. Peut-être qu'ils avaient anticipé. Oui. Ça me fait penser que c'est peut-être pour ça qu'ils ont viré plein de monde en début d'année. Tu sais, on disait que c'était l'inflation, les coûts de la tech, etc. Et qu'ils avaient beaucoup recruté à cause des confinements, à tort. Mais du coup, peut-être qu'ils anticipaient aussi le fait que, oh les gars, va falloir recruter en fin d'année parce qu'il va falloir se mettre en conformité. Bah, carrément. Mais bon, tu vois, on parlait de comment fonctionnent les algorithmes. Bon, Google commence à expliquer, à donner plus de transparence, à expliquer mieux, plus en détail, le fonctionnement général de search, map, de shopping, la manière dont ils calculent le ciblage publicitaire, etc. Donc, en théorie, il faut, parce qu'en théorie, une boîte qui ne se soumet pas aux exigences du DSA risque quand même une amende de 6% sur son chiffre d'affaires mondial, ce qui peut vite mener à des montants astronomiques, vu le calibre des entreprises concernées quand même. Donc, au pire, une boîte peut même se faire virer, interdire, exclure du marché européen. On n'en est pas là, évidemment, pour le moment. En fait, ça va même aussi être intéressant de voir comment et dans quelle mesure le DSA va pouvoir être appliqué en pratique. Parce que l'an dernier, on disait que l'application du DSA serait faite par des instances nationales, avec l'aide d'éventuelles organisations, pour repérer les contenus illégaux, etc. La Commission européenne s'est aussi dotée d'ailleurs de comités d'experts pour examiner ces fameux algorithmes, que désormais donc les plateformes doivent leur révéler. Donc il y a un comité qui va être chargé de vérifier leur conformité. Donc c'est beaucoup de changements, c'est complexe. Ça va amener à des choses qui seront vraiment très concrètes sur les usages des grandes plateformes. Déjà, rien que le fait que TikTok puisse être utilisé en mode chronologique, c'est quelque chose de très intéressant, je trouve, parce que TikTok, justement, avec son algorithme surpuissant, tu peux ne pas l'utiliser si tu veux. Donc, ça va changer un petit peu le profil aussi des applis par rapport au reste du monde. Donc il est probable, cela dit, que dans le futur, des versions du DSA et sans doute du futur DMA apparaissent aussi sous une forme ou sous une autre ailleurs dans le monde, aux États-Unis, en Inde, etc., etc. Donc parce que le RGPD a fait des émules, donc c'est ce gros pack législatif supplémentaire, on fera probablement aussi à terme, donc on verra ça. Tu sais que cette mise en application du DSA, elle est curieuse parce que, évidemment, elle ne concerne pas toutes les entreprises d'un coup, contrairement au RGPD à l'époque quand il a été mis en application, mais c'est vrai qu'il n'y a pas cette espèce de branle-bas de combat. Je ne sais pas si tu te rappelles quand le RGPD a été mis en application, pendant des mois avant, tu recevais des emails qui te disaient « Oh là là, on va se mettre en conformité ». Là, ça n'a pas été le cas. Alors évidemment, il n'y a pas le même volume d'entreprises. Je ne sais pas si ce sera le cas derrière. Moi, un truc qui m'interroge le plus dans ce dispositif, c'est vraiment la question de l'algorithme. Parce que ma conviction profonde, c'est que les gens ne vont pas se servir des flux chronologiques. Tu vois, tu donnes l'exemple de TikTok. Qu'est-ce que TikTok sans son algorithme, sinon une collection de vidéos qui ne remplira pas autant d'intérêt l'utilisateur qu'il ne le fait aujourd'hui. Je ne dis pas que l'algorithme est bien, je dis juste que si aujourd'hui TikTok a beaucoup de succès, c'est largement grâce à son algorithme. Et si tu fais en sorte que TikTok ne fonctionne que par ordre chronologique sur tes abonnements, je suis à peu près sûr qu'il va pas avoir autant d'intérêt. Et je suis même sûr, par effet de rebond, que les contenus qui vont être diffusés dans les réseaux sociaux vont gagner en artificialité si jamais ça se confirme et si jamais l'application est telle qu'elle est décrite dans les intentions du DSA, parce que si tu sais comment fonctionne l'algorithme, je suis à peu près persuadé que tout le monde va jouer avec cet algorithme et donc amener encore plus d'artificialité. Moi, c'est ces usages-là qui m'intéressent de manière un petit peu plus, j'allais dire, orientée dans mon environnement pro habituel, et je suis curieux de savoir ce qui va se passer derrière. Dernière chose, on parle du DSA et du DMA, et je sais que vous êtes nombreuses et nombreux parfois à pas arriver à bien cerner la différence entre les deux. Moi, l'image, et tu me diras, Guillaume, si ça te parle, moi, ça me paraît assez évident. DSA, pour moi, c'est le rapport entre les entreprises et leurs consommateurs dans toute leur pluralité. Et le DMA, c'est comment s'inscrit une entreprise par rapport à son marché et vis-à-vis de ses concurrents. Pas directement vis-à-vis des consommateurs. Évidemment, les consommateurs sont partie prenante, mais c'est vraiment dans son marché à part entière. Est-ce que tu es d'accord pour faire ce distinguo entre le DSA et le DMA pour donner un peu de lisibilité aux auditeurs? Oui, bon, c'est vrai qu'on peut le voir comme ça. Donc le DMA, c'est le Digital Market Act. Et effectivement, justement, oui, ça concerne plus les volets économiques et les volets de concurrence, ce genre de trucs, alors que le DSA, ça concerne plus, finalement, tout ce qui concerne la sécurité, en fait, la sécurité. Donc, oui, on peut très bien le voir comme ça, oui, pourquoi pas, bien sûr.
Et du coup, tu disais que le DMA nous permettrait de reparler d'Apple. Évidemment, Apple sera beaucoup attendu sur la mise en application du DMA qui devrait forcément le forcer à ouvrir l'installation d'applications à autre chose que l'App Store. Bref, on en reparlera en temps et en heure, évidemment. Ça s'avérera probablement captivant. En attendant, continue Guillaume dans le conducteur, classé X avec, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé, ChatGPT. Tiens donc. Ouais, pour conclure avec X, on peut évoquer donc déjà le retour de Trump, hein, bien sûr, parce que comment ne pas le mentionner. Trump qui est sous le coup de, 70 procédures criminelles. Non mais j'exagère pas en fait, j'exagère absolument pas. Il y a 4 grandes procédures en cours cette année. Et rien que dans l'affaire des documents classifiés qu'il a pas rendus, qu'il a gardés, on sait pas trop, il y a 40 plaintes. Et il y a aussi l'affaire des élections de 2020 qu'il aurait tenté de truquer, donc en soudoyant / menaçant des gens. Et il y a aussi 34 plaintes pour financement occulte. Et j'en passe. Bon, mais bon, voilà. Sur le sujet, on va arrêter sur le sujet de Trump parce que pas forcément un sujet incroyablement intéressant. Il est juste revenu sur Twitter avec un portrait de criminel qui est posté ouvertement en pied de nez, avec une légende « Ne capitulez jamais ». Donc on va bien voir ce que cette comédie va donner, parce qu'il y a une comédie qui va se jouer sur X, là, directement en 2024. Ça va être fort intéressant. Mais bon, pour vraiment conclure le sujet, on peut parler de ce réseau de bots qui tente de vendre des cryptos, sur X. Alors, c'est un chatbotnet, en fait. c'est un botnet, mais de chatbot, qui a été baptisé Fox8 et qui consiste en 1140 comptes qui sont manifestement alimentés par ChatGPT. Et on le sait parce qu'on note plusieurs occurrences de cette phrase magique, c'est as an AI language model. Comme en tant que modèle de langage, je ne peux pas répondre à ceci, je ne peux pas faire cela. Bon, les comptes se répondent entre eux et tentent d'encourager tout simplement les lecteurs à cliquer sur des liens pour divers sites crypto. Et c'est un exemple qui montre bien que les chatbotnets, c'est pas un truc qui va pourrir le web du futur, c'est un truc qui pourrit le web du présent. En fait, si Fox8 a été facilement détecté, c'est parce qu'il n'est pas très bien fait, parce qu'il y a des messages d'erreur, en gros, de ChatGPT qui ont été laissés tels quels. Mais pour un exemple assez basique repéré comme ça, combien il y en a d'autres ? Et combien il y en a de plus subtils ? Il y a une bonne partie du spam actuel qui est déjà probablement généré automatiquement, bientôt ce sera sans doute 100%. Et pour les détecter, ça va devenir chaud parce que déjà, en utilisant un modèle de langage en local comme Llama, fini les messages d'erreur, il peut écrire tout ce que tu veux sans aucune limite, et quant aux espoirs de détection, ils s'amenuisent. OpenAI eux-mêmes ont avoué que leur propre outil ne permettait pas de détecter les productions de leur propre chatbot de manière fiable. En fait, ils ont avoué qu'il y avait 26% de vrais positifs et 9% de faux positifs. Donc on va dire que ça sert à rien, quoi. Et donc d'ailleurs, l'outil n'est même plus en ligne depuis le 20 juillet. Bon, Fox8 a été finalement viré de Twitter, enfin de X, même si l'équipe qui l'a détecté ne prend même plus la peine de le signaler. Parce que il repère des botnets, il les signale même pas, parce que X ne serait pas très réactif. Bon, la bonne nouvelle pour les chercheurs, c'est que la plateforme pourrait vite devenir un terrain de jeu idéal pour tester les nouveaux outils de monitoring et de détection. Parce qu'apparemment, il y a tout un zoo de bots qui va y proliférer, et dire que lutter contre les bots, c'était un des chevaux de bataille d'Elon Musk quand il a repris Twitter. C'est vrai que c'était un sujet même de discussion dans la négociation de Twitter qui surévaluait le nombre d'utilisateurs en comptabilisant selon lui beaucoup de bots. Écoute, ironie de l'histoire. Et je pense qu'il y a vraiment une manière absolument somptueuse de conclure cette section, Guillaume, en associant tout à la fois les réseaux sociaux et la génération de contenu avec de l'intelligence artificielle. On va en parler un petit peu plus en détail après. Mais c'est effectivement le contre-pied de ce réseau social dont on a déjà parlé, BeReal, qui avait comme promesse de afficher de l'authenticité. Vous deviez, je vous rappelle, poster une photo pile à un moment où ça vous le demande dans la journée et pas à un autre moment. Et si vous le faisiez, vous aviez droit de regarder les contenus des autres. Et là, il y a autre chose dont il faut qu'on parle un petit peu, c'est BeFake. Ça a dû te faire rigoler quand t'as vu ça passer, Guillaume. Oui, mais carrément. Mais puis, puisque de toute façon, c'est acté, on va se noyer dans le contenu artificiel. Pourquoi pas y aller à fond et faire de l'artificialité, de la fiction, son principal argument de vente ? Parce que finalement, qu'est-ce que ça change par rapport à des comptes Insta qui sont sur-retouchés, qui sont sur-mis en scène ? Autant y aller franco. BeReal, c'est passé de mode. Place à BeFake. C'est pas une blague, BeFake, c'est une future plateforme sociale d'Alias Technology. En fait, l'application est même déjà disponible. Et donc, sur laquelle tu vas poster que des fakes. Donc ce sera des photos de toi, ou même pas en fait, qui seront complètement transfigurées par l'IA. Donc c'est complètement ludique, vous postez une photo, vous donnez un prompt, et vous publiez un portrait de vous, un homme-chat, tu prends tes parents, tu les mets sur Arrakis façon Dune,
ou des trucs encore plus abstraits, pourquoi pas, hein. Pourquoi être simplement soi quand on peut être n'importe quoi? Techniquement, ça reste du image to image comme on en a sur Firefly ou Stable Diffusion, mais en ultra simplifié. C'est très facile à utiliser. Le modèle derrière est probablement extraordinairement tuné pour donner la plupart du temps des résultats qui sont assez flatteurs, assez vite, quoi. Donc BeFake s'annonce amusant, je pense qu'il pourrait marcher un moment, peut-être jusqu'à ce que tous les autres médias sociaux aient exactement les mêmes fonctionnalités, parce que je pense que... Enfin, je vois pas pourquoi Instagram, par exemple, pourrait pas proposer ce genre de truc. Finalement, ça pourrait être une bonne chose, hein, parce que si tout devient fake, au moins on en aura fini avec cette fausse authenticité dont on parle tout le temps, cette authenticité sur les réseaux sociaux, cette fausse authenticité vantée à tort, hein, sur les médias sociaux, tout est artificiel et maintenant au moins ça se voit. Je repense encore à BeReal quand on en avait parlé à l'époque et évidemment avec beaucoup d'ironie. J'ai été surpris, je t'avoue, avec du recul, on n'en a jamais reparlé, mais du fait que ce truc existe toujours et qu'il est aussi pas mal utilisé. Je connais pas mal de personnes dans mon entourage, évidemment c'est très empirique, hein, j'en tire pas des conclusions des usages à l'échelle d'une société, mais quand même, j'ai des témoignages de gens qui disent « Ah ouais, moi j'aime bien, je continue à l'utiliser et je suis surpris de voir que les autres réseaux sociaux ne sont pas plus s'emparer de ces fonctionnalités. » Bravo, un bon point pour eux parce qu'ils ont bien géré pour l'instant leur démarche marketing, pour le coup purement et simplement marketing derrière ce réseau social. J'ai allé m'inscrire, moi j'ai envie de tester BeFake, Guillaume, je te ferai mon petit retour d'expérience. On change de rubrique, mais évidemment on parle de génération de contenu par intelligence artificielle et l'été a été chaud. Alors peut-être qu'il n'a pas été aussi marquant que l'été dernier en matière d'intelligence artificielle générative parce que l'an dernier il y a vraiment une gifle qu'on s'est pris d'un coup. Là on est directement dans la continuité, mais quelle continuité, Guillaume? Bah oui, il y a eu des tonnes de nouveautés IA cet été, forcément, sur les IA qui discutent et sur celles qui dessinent, et en ce qui concerne les mirages, donc la génération d'images, j'ai noté une vraie tendance sur ma veille Reddit, hein, c'est que maintenant, ça bouge. Les vidéos génératives commencent à se démocratiser et à devenir de moins en moins moches. Ça, c'est quand même un truc vraiment important. Et il y a ça et le porno génératif aussi. Oui, c'est un sujet intéressant, hein, d'un point de vue scientifique, bien entendu, de voir l'évolution de ce domaine. D'ailleurs, dès le début, souvenez-vous, on évoquait comme Pornhub du futur pourrait finalement ne devenir qu'un serveur de calcul qui génère à la demande des scènes dont on aurait envie. C'est arrivé, ça s'appelle PromChan. Donc PromChan.ai vous permet de créer et de retoucher des filles, exclusivement des filles d'ailleurs, dans des scènes qui sont juste sexy, on va dire, ou carrément explicites, hein, et le tout dans le style ce que vous voulez, photoréaliste, manga, selon les envies. Le porno génératif est arrivé. Pour l'instant, c'est uniquement un image fixe, mais oui, je le disais, hein, je viens de le dire, hein, maintenant, les mirages commencent à bouger, et si on veut se rendre compte assez vite des progrès qui ont été faits, on peut se référer par exemple, et en fait il y en a plein de Reddit, hein, mais bon, par exemple, vous pouvez aller voir la pub pour des burgers générés par Matan Cohen Groomy, qui est quand même très convaincante, et qui est énormément plus convaincante que l'horreur de pub pour des pizzas qu'on a eu il y a 6 mois. Je me rappelle. Voilà, vous vous rappelez peut-être. Alors de même, il y a sur la chaîne de Prom Jungle par exemple, on a aussi un mini court-métrage d'animation d'1 minute 30 qui est globalement joli. Alors c'est loin d'être parfait, mais franchement, moi je serais animateur, ça me donnerait des sueurs froides. Parce que c'est vraiment le tout début. On en est au tout début. En fait, ces trucs sont faits par des premières générations, quoi. Hein. Alors, dans les faits, il y a Zeroscope 2 qui était sorti avant. Pika Labs aussi, c'est sorti cet été, il y a un petit moment maintenant. Gen 2, c'est sorti il y a un petit moment aussi. Ce sont pas de totale nouveauté. Mais leur usage commence à se répandre. Puis il y a d'autres outils comme Warp Fusion, par exemple, qui ne cessent d'améliorer la stabilité temporelle des productions. Et il devient même possible d'utiliser des modèles de Stable Diffusion et de leur ajouter une couche, en gros, de leur ajouter une sorte de gros plugins pour l'animation, un autre modèle. Hein. Et les productions sont pour l'instant très courtes, hein, entre 2 et 4 secondes pour Gen 2 par exemple, mais on peut en faire plein. Et souvent, évidemment, on peut en faire plein pour faire soit plusieurs scènes, soit les mettre bout à bout. Et bon, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on donne une image, donc une image générée ou une photo, n'importe quoi, et les IA sont capables maintenant d'animer naturellement pendant quelques secondes, 2-3 secondes, le truc, et ça peut être assez bluffant. Donc c'est des trucs qu'on peut faire avec Animated Diff, par exemple. Le vidéo to vidéo aussi, donc, est de plus en plus convaincant. Donc vous prenez une vidéo et vous la transfigurez donc avec en image to image, sauf que vous avez maintenant une plutôt pas mauvaise stabilité temporelle. C'est ce que fait Warp Fusion par exemple. Et ça continue d'évoluer, un peu dans tous les sens d'ailleurs.
Il y a des trucs qui sont un petit peu différents aussi, mais qui préfigurent, je pense, pas mal d'usages. Par exemple, il y a un truc qui s'appelle InVideo, qui est un nouveau service qui promet carrément des vidéos que vous pourrez poster directement sur YouTube, à partir d'un simple prompt. Mais là, ça génère carrément un script, ça génère un storyboard, ça génère ça associe plusieurs scènes, ça sonorise le tout avec des voix, ça génère le texte, etc. Alors, les vidéos sont pas générées, on les prend dans une grosse bibliothèque de millions de vidéos déjà faites. Par contre, les textes et la voix sont générés disons à la demande. D'ailleurs, dans ce style, on peut aussi citer Show1, je sais pas si on en avait déjà parlé, c'est un modèle qui pond des épisodes de South Park entiers. Donc, non, je suis sûr qu'on en a pas parlé, ça. Show1, alors j'espère, oui, parce que je sais pas, c'est sorti il y a un petit moment, mais je sais pas effectivement si c'était avant ou après la trêve. On lui donne une idée de scénario à ce truc-là, donc on lui donne les persos, on lui donne, littéralement, on lui donne à peu près comment ça va se passer, et après, tout le reste est généré. Le storyboard, le script, la synthèse vocale, les animations. Ils ont même fine-tuné un modèle de Stable Diffusion pour générer à la demande des décors de South Park et des persos. Oh, il y a un épisode démo que j'ai vu, mais qui est désormais protégé par mot de passe, mais je sais pas pourquoi. Donc j'ai écrit un lien de Twitter aussi, si jamais vous voulez aller voir ça. Donc le thème de cet épisode, qui est relativement court, c'est bien sûr les deepfakes, et c'est super impressionnant techniquement, même si c'est pas incroyable dans l'absolu. C'est-à-dire que dans l'absolu, c'est pas un très bon épisode de South Park. C'est pas si marrant, c'est pas incroyablement surprenant, les voix sont très monocordes, donc c'est pas complètement prêt. On va dire, si tu veux, si tu veux pondre des bons épisodes de South Park, tu peux pas encore te mettre totalement en pilote automatique, heureusement, mais c'est quand même dingue. Parce qu'on imagine ce que ça sera dans le futur, et puis parce que déjà, on a la possibilité peut-être d'automatiser, je sais pas, 50, 70, 80% des tâches de la prod d'un épisode. Et ça, juste avec un prompt, c'est absolument délirant. Donc c'est vraiment très impressionnant d'un point de vue prospectif, quoi. Je vous rappelle, il y a un an, l'été dernier, on était déjà bluffé par de la génération d'images de type Midjourney ou DALL-E, alors que les images étaient aussi assez imparfaites. Et là, on en est quand même à générer des épisodes de South Park, aussi bof soit-il. Rendez-vous compte à quel point ça avance. On continue, Guillaume, avec de la génération de contenu. Pour le coup, peut-être un peu moins artificiel, là aussi, qu'on génère du contenu qui nous fait penser à des choses. Dans le même registre, et alors que plein de scénaristes et acteurs sont toujours en grève, voilà que James Dean revient. Alors je sais que j'ai déjà dit ça en 2019, parce qu'il y avait un film qui s'appelait à l'époque Finding Jack, qui était annoncé avec lui, mais il a été annulé. Alors cette fois, le truc s'appelle Back to Eden, en référence à l'Est d'Éden, j'imagine, et ça utilisera un clone digital de James Dean qui est mort en 1955 quand même. Mais bon, c'est pas pour ça qu'on va le laisser tranquille. Non seulement il pourra apparaître dans le film, donc en 2D on va dire, mais il pourra aussi apparaître en réalité augmentée, en VR, dans des jeux vidéo. Donc imagine, James Dean va devenir une sorte de Kratos ou de Nathan Drake, je dirais un perso de jeu vidéo, que tu pourras me placer un peu où tu veux. Quelle époque incroyable, et pour quel prix? Je sais pas. Est-ce qu'il y aura un forfait Dean? Est-ce que James Dean tombera un jour dans le domaine public? Ça, ce serait énorme. Mais bon, tout ce truc illustre bien les craintes des acteurs et des auteurs de se faire remplacer. C'est bien des sujets qui a été mis sur la table par la WGA, la Writers Guild of America, pour motiver la grève qui dure d'ailleurs depuis le mois d'avril. Une grève qui porte pas que sur l'IA. Attention, il y a beaucoup d'autres problèmes et d'autres sujets. C'est une grève d'ailleurs qui a déjà occasionné plein de retards dans plein de prod, comme Stranger Things par exemple. Et d'ailleurs dernièrement, alors c'est l'AMPTP a dévoilé un document qui détaille ses offres, ça a été jugé insuffisant par le WGA. L'AMPTP, c'est l'Alliance of Motion Pictures and Television Producers, donc en gros c'est les producteurs, alors que la WGA et aussi le syndicat des acteurs font la grève justement pour de meilleures conditions de travail, de meilleures rémunérations, de meilleures garanties, etc. Donc l'AMPTP, c'est la principale force des boîtes de prod. Donc, parmi ces conditions de travail, il y a aussi, effectivement, le remplacement par les IA pour l'écriture ou pour l'usage de double pour les acteurs. Et ça, en fait, ça arrive partout. En réalité, c'est une tendance qui est... c'est rouleau compresseur, quoi. En juillet dernier, Netflix, Disney et Sony offraient tous des postes très très bien rémunérés, tous liés à l'IA. Disney a toute une équipe qui réfléchit à comment utiliser l'IA un petit peu partout. Ça devient un sujet majeur dans l'industrie du divertissement. Et pas que sur les écrans, ça concerne aussi la musique. Et d'ailleurs, il y a des remixes un petit peu particuliers qui deviennent viraux sur YouTube, sur TikTok, et qui font se poser des questions. C'est par exemple Elvis qui chante une chanson qui a été composée en 1992, ou Johnny Cash qui chante Barbie Girl. Et Johnny Cash qui chante Barbie Girl, c'est incroyable. Je vous encourage à essayer d'aller voir ça, c'est impressionnant. Et tout ça, c'est fait par un algo de deep learning, de SVC, donc c'est devenu un truc, le SVC, c'est Singing Voice Conversion,
par opposition de la voix parlée. Et donc c'est du voice cloning, mais qui fonctionne avec de la voix chantée, et qui donc respecte les hauteurs, les timbres, etc. Pour le moment, c'est relativement lourd, enfin disons qu'il faut quand même faire un petit effort quoi, pour y arriver. Donc il faut un entraînement sur la voix cible de très bonne qualité, etc. Mais ensuite, une fois qu'on a un bon modèle entraîné, on prend un fond sonore, donc voilà, la chanson, voilà, instrumentale, on chante dessus. Enfin, tu prends un chanteur ou tu chantes, tu fais comme tu veux, en tout cas, il y a quelqu'un qui chante, et après, tu transformes tout ça en Elvis ou en Johnny Cash ou en Frank Sinatra. Et bon, c'est super marrant, mais évidemment, ça pose aussi beaucoup de questions, et d'ailleurs, quand tu t'attaques à Frank Sinatra, tu t'attaques à Universal Music, évidemment, effectivement, oui. T'as raison. Et les majors, elles regardent passer tout ça et ça les amuse pas beaucoup. Parce que les remixes de ce type pop un petit peu partout, sur YouTube ou sur TikTok. Et donc, YouTube, par exemple, a du mal à suivre. En fait, c'est même un dilemme permanent parce que le son de la voix de quelqu'un n'est pas forcément protégé par le droit d'auteur. En tout cas, pas au niveau fédéral aux États-Unis, même si elle peut l'être dans certains États. Bon. Donc, c'est un gros bordel, en gros. Et YouTube a un énorme problème. C'est qu'il dépend de la bonne volonté des gros éditeurs de musique. Bonne volonté qui est souvent motivée par des accords très très lucratifs pour eux, et qui permettent d'éviter 850 procès minutes dès qu'une gamine se filme en train de twerker sur du Nakamura. Bon, voilà, YouTube paye cher, une bonne fois, et les majors sont moins regardantes sur les usages qui sont faits des musiques copyrightées, quoi. Alors TikTok fait pareil, évidemment. Et d'ailleurs, si YouTube veut un minimum faire concurrence à TikTok, c'est vital pour lui de conserver des bonnes relations avec l'industrie de la musique. Donc YouTube a annoncé travailler avec Universal Music, d'ailleurs, sur la question du contenu génératif. Et donc, bon, on sait pas pour l'instant, on sait pas ce qui va se passer, mais bon, il y a deux grosses solutions. Soit on détecte tout, on vire tout immédiatement, soit on paye Universal 1€ d'avance, en royalty supplémentaire, en gros, chaque fois qu'une chanson générative utilise une voix de son cheptel. Et c'est le plus probable. YouTube payera un peu plus les labels pour qu'ils soient relax aussi sur cette question-là. Parce qu'il a les moyens. Il s'en fout. Mais le problème, c'est que ça crée un précédent et une injustice évidente par rapport à tout le reste du monde, finalement. Parce que Google a déjà annoncé qu'il utiliserait librement tout le contenu public qu'on peut trouver en ligne pour entraîner ses futurs modèles, avec des images, des textes, des sons, tout ce que vous voulez. Et qu'il allait les utiliser, bien sûr, sans rémunérer quiconque, en aucune façon, ni même en les prévenant, qu'il est en train de le faire. Alors tu peux toujours dire que tu veux pas, mais alors, du coup, Google va ignorer ton contenu globalement, c'est-à-dire que ton contenu ne sera pas non plus indexé sur Google. Ça fait mal quand même, c'est même suicidaire. Qui va prendre le risque de pas être indexé sur Google ? Du coup, Google a accès à tout l'internet, voilà, a accès à un max de contenu, même copyrighté, voilà, il a accès à tout. Par contre, YouTube, lui, il diffuse une chanson créée avec un modèle qui utilise une voix Universal, il paye bien sagement Universal. Donc bon, c'est un sujet compliqué quand même, et voilà, c'est pas le dernier en plus. Ouais, c'est marrant parce qu'on commence à adresser des sujets sur le plan légal de type DSA, DMA, qui du coup paraissent presque des sujets du passé et qui semblent pas forcément à l'ordre des vrais défis de demain. On sait que la loi a toujours un petit temps de retard et c'est bien normal, et ça va pas être aussi facile de continuer à aborder ces sujets-là. Bref, forcément, je parlais tout à l'heure de génération d'images par intelligence artificielle, de myriage. On parlait de Midjourney de l'an dernier, évidemment de DALL-E, et on l'avait pas vu venir, mais il y aurait une nouvelle version, Guillaume, de DALL-E qui serait en train de se préparer, DALL-E 3. Bon, on s'en doute un peu, effectivement, il y aura un DALL-E 3. C'est même en fait étonnant qu'ils communiquent pas plus sur le sujet, vu l'action qui est un petit peu partout chez Midjourney et ailleurs. Donc il y a un panel choisi de VIP qui teste en ce moment même le prochain modèle de génération d'OpenAI, qui est donc pour l'instant totalement débridé, et d'ailleurs donc il génère tout, des trucs horribles, des trucs sexuels, il génère tout. Elle est finie l'époque de c'est dangereux, on l'ouvre pas trop parce que... mais pour l'instant il est pas ouvert. Mais alors effectivement il est pas ouvert. Parce qu'il est pas ouvert. Mais il est assez prometteur ce truc, la qualité de génération est bonne, voire très bonne, avec plein de détails, parfois des effets de lumière magnifiques. Je pense en particulier à une image vers la fin de la vidéo, parce qu'il y a une vidéo où il y a la démo de ce truc-là, où on voit une jeune fille dans un étang, toute mouillée. Oui, bon, je sais, ça va. Bon. Pourquoi j'ai choisi cette image-là ? C'est parce que, en fait, déjà, elle est très bien détaillée, et puis surtout, les mains sont bien visibles, et elles sont correctes, et elles sont éclairées par derrière, et la lumière éclaire vraiment les doigts par derrière. On voit bien l'aspect translucide, rouge, de la peau. La peau, d'ailleurs, qui par ailleurs semble vraiment humide, et donc, voilà, sur plein d'autres exemples, on voit que le modèle aussi semble très très doué, très très à l'aise pour écrire du texte et des logos, des choses qui sont notoirement compliquées pour pas mal d'autres modèles, quoi.
Donc DALL-E 3 est prometteur, et c'est peut-être un bon signe pour Paint. Voilà, Paint, le vénérable Paint de Windows. Donc Paint, c'est un logiciel qui est simple, qui est élémentaire, et qui d'ailleurs produit souvent des résultats élémentaires aussi. Mais Microsoft envisage de rajouter des fonctions IA un petit peu partout, dans plein d'outils de base de Windows à l'avenir. Et ça pourrait être plein de choses d'ailleurs, de la reconnaissance vocale, de la reconnaissance d'écriture, la suppression du bruit, ce que vous voulez, et pourquoi pas de la génération d'images. Et donc Paint serait le logiciel le plus logique pour recevoir cette fonction. Donc pour l'instant, Microsoft expérimente certaines fonctionnalités, des fonctionnalités qui pourraient ou pas requérir une puce accélératrice d'ailleurs spécifique, un NPU. Donc le GPU pourrait être utilisé d'ailleurs pour d'autres trucs. Mais bon, peut-être que dans le futur, l'expression « c'est fait dans Paint » voudra dire « c'est trop beau ». Ça sera un énorme changement. Oui, c'est vrai que ça va changer parce qu'aujourd'hui, les œuvres qui sont créées par Paint ne sont pas particulièrement mémorables. On sait que c'est la touche graphique de Babor l'éléphant, par exemple. Vous pouvez aller voir Babor sur YouTube. Vous verrez ses créations d'il y a quelques années à base de Paint. C'est remarquable. Guillaume, il y a une actualité de cet été que tu n'as pas eu le loisir de traiter et je sais que ça a en partie handicapé une partie de tes vacances, que ça t'a travaillé. Tu voulais forcément nous tenir au courant. Il y a des nouveaux lamas qui sont arrivés. Meta a sorti des nouvelle version de son modèle de langage et il faut qu'on en parle. Mais oui, mon nouvel animal préféré, le lama. Après avoir parlé des modèles qui dessinent des trucs, évidemment, on va parler des modèles qui écrivent des trucs, et donc il y a pas mal de news là-dessus, avec en particulier les nouveaux troupeaux de lamas. Alors je vous ai rebattu les oreilles à propos de ces trucs-là, donc les lamas sont des grands modèles de langage de Meta. Meta avait donc démocratisé le modèle de langage pour le grand public, parce qu'avec les lamas quantisés, compressés, tout le monde ou presque pouvait faire tourner un grand modèle de langage sur son PC sans avoir d'ailleurs une sorte de chat GPT de poche sans avoir forcément une machine de la NASA. Donc c'est une petite révolution. Lama était open source dans le sens où les modèles sont disponibles ainsi que le papier de recherche qui donne les détails de comment le faire. Malgré tout, Lama était dispo uniquement pour la recherche à l'époque. Donc ça a été le cas 5 minutes en fait, puis après ça a fuité dans le monde entier, tout le monde les utilise depuis. Bon, mais on a eu après des modèles qui ont été beaucoup plus ouverts, comme le modèle Falcon, puis les Open Lama, et puis les modèles de Stability AI, etc. Donc on a eu des modèles plus libres. Mais enfin, quand même, à l'usage, les Lama restaient les variantes les plus prisées, quoi. Donc la génération Lama 2, donc les nouveaux Lama, apportent que du bonheur. Les modèles sont meilleurs, à taille égale. Ils ont été entraînés sur un corpus qui est encore plus gros, dans les 40% plus gros. Et il y a même une bonne nouvelle au passage, c'est qu'ils ne semblent pas saturés. Ça veut dire qu'on peut continuer à les entraîner et qu'ils semblent continuer à apprendre. Donc ça veut dire qu'on pourrait parfaitement avoir un Lama 3 entraîné sur encore plus de mots, encore plus de texte et qui sera encore meilleur, toujours à taille égale. Donc ils sont en plus vraiment officiellement accessibles à tous, ça c'est pas des trucs de open recherche, source. voilà. Ils sont open source, alors ils sont pas encore totalement libres, open source, on va dire totalement libres. Ah ouais. Ils sont librement utilisables, même commercialement, si tu as moins de 700 millions d'utilisateurs. Ah, ok, d'accord. Oui, bon, ok. Ça laisse de la marge, permet d'inclure pas mal de monde, libre. mais ok. Et les concurrents directs de Meta sont aussi interdits de l'utiliser commercialement. Donc c'est pas exactement totalement libre, c'est quand même nettement mieux que le premier Lama. Ouais. Et d'ailleurs, au chapitre des améliorations aussi, Lama 2, Lama 2 est meilleur à tout, c'est simple, dans tous les benchmarks, il est meilleur. D'ailleurs, chacune des versions est aussi puissant que la version 2 fois plus grosse du modèle précédent. Donc en gros, un Lama 2 à 7 milliards de paramètres, il est pas loin d'un Lama 1 à 13 milliards. Donc c'est vraiment, c'est vraiment un gros truc. En plus, la fenêtre de contexte a été doublée, donc il a une meilleure mémoire, on va dire. Il existe une version générale, donc fondationnelle, normale, quoi, on va dire, classique. Et puis une version conversationnelle, c'est-à-dire un chat GPT directement utilisable comme tel. Et pour finir, récemment, il y a des versions spécifiques pour la programmation qui sont aussi sorties en plusieurs variantes. Donc il y en a une qui est généraliste et une spécifique Python. Et en plus, elles sont orientées, donc il y en a une qui est orientée complétion de code. Et elles ont toutes une fenêtre de contexte absolument énorme de 100 000 tokens. Donc 5000 tokens, c'est vraiment beaucoup, c'est 4096 pour les versions non-code, donc c'est vraiment énorme. Donc ça veut dire que ça peut gérer, compléter et comprendre potentiellement des programmes qui sont très longs et très complexes. Plus encore que ChatGPT. Donc les performances du plus gros Lama 2 code rivalisent avec GPT 3.5 d'ailleurs, mais pas avec la version 4. Et elle est encore devant, nettement quand même. Donc si vous voulez tester, le plus simple c'est sans doute d'utiliser Faraday Dev, il prend tout en charge. Il vous propose de télécharger les modèles. Alors moi je conseille le modèle Hermes V2 de Nous Research, qui est une variante de Lama 2, qui est un bon modèle généraliste en version de 13 milliards de paramètres. On peut aussi utiliser COBOL CPP, il faut quand même une machine assez rapide, au moins 4 cœurs, au moins 16 gigas de RAM, je dirais. Après, exécuter des LLM en local, c'est devenu plus simple que ça ne l'a été, mais ça reste le gros bordel. Il y a plein de formats différents, il y a une montagne de modèles et de réglages, ça mériterait un épisode en soi, très honnêtement, ce genre de truc.
Oula, une promesse. Je reviens sur les limitations. Quelque part, c'est quand même des limitations de bonne guerre. C'est vrai qu'on peut s'imaginer que avoir une exploitation de ces modèles de langage distribués quasi open source et toucher autant de monde sans qu'ils aient un petit peu de possibilité de se rémunérer dessus et puis de pas trop encourager les concurrents. On a l'impression que c'est un peu de bonne guerre. Écoute, on va leur accorder ce droit pour l'instant. En tout cas, on les surveille. Et puis alors, il y a un autre truc qui est hyper intéressant avec ces annonces autour des nouvelles versions de modèles de langage de Meta, les Llama, c'est que il y a un espèce d'avantage à les faire tourner aussi sur Azure, qui sont, on le rappelle, les serveurs cloud de Microsoft. Et pourtant, quand on parle de modèles de langage et de Microsoft, on a plutôt tendance à penser à OpenAI, Guillaume. Exactement, mais les lamas sont des animaux gentils. Et c'est mignon. Mais oui, et puis l'incroyable douceur de leur pelage réunit les gens. La preuve, Microsoft met à disposition des modèles Llama de Meta sur ses serveurs Azure. Est-ce que c'est pas beau ça ? Eh oui. C'est beau. Et bon, puisqu'OpenAI, de toute façon, refuse de mettre des modèles dans l'open source, en même temps, voilà. OpenAI, qui commence à avoir pas mal de détracteurs, d'ailleurs. Il suffit de voir ce qui s'est passé quand il a parlé de son robot d'aspiration d'Internet, le GPT-Bot. Le GPT-Bot, c'est comme les robots de Google, finalement. Ça scanne tout ce que ça peut sur Internet. Mais dans le cas de Google, ça l'indexe. Et puis dans le cas de GPT, ça l'aspire pour traitement et entraînement d'un prochain monstre de chez OpenAI. Donc à la seconde où l'existence de GPT-Bot a été révélée, il y a une cascade de sites qui se sont précipités pour le bloquer, et pour pas que leur contenu devienne un matériau pour le prochain GPT. Donc c'est le cas de The Verge par exemple, de Clark's World, mais à date c'est aussi le cas d'environ 9% des 1000 sites web les plus populaires qui bloquent tous ce GPT-Bot. Le New York Times d'ailleurs interdit plus globalement l'usage de tout son contenu pour entraîner des IA. D'une manière générale, il y a une prise de conscience en ce qui concerne les grosses, ces grosses bases de données qui sont utilisées pour l'entraînement, les gros datasets. ChatGPT a utilisé une multitude de livres, pas du tout du domaine public, comme les Harry Potter par exemple. Et d'ailleurs, il tenterait de cacher que ChatGPT les connaît, ces livres. Il y a des chercheurs de ByteDance qui affirment que ChatGPT peut sortir des passages entiers de Harry Potter et qu'OpenAI tente de limiter le phénomène en altérant les réponses. Donc ils essaient de détecter quand ça commence à partir et ils arrêtent tout. Alors, comme avec les images, les auteurs commencent à regarder ça de près, voire à lancer des actions en justice. Donc on se souvient de Sarah Silverman, qui menait une class action contre OpenAI. La FTC est sur le coup aussi, dont il y a des plaintes d'ailleurs contre GitHub, du coup, Stability AI, contre Meta, etc. À tel point qu'il est même possible que les régulations des IA se fassent plutôt au tribunal que devant le Congrès, tu vois. Parce que les politiciens, en tout cas aux États-Unis, les politiciens sont complètement divisés, ils sont incertains, ils sont d'ailleurs même pas forcément très informés ou très intéressés sur le sujet. Donc la réponse sera longue. Les avocats, eux, par contre, t'inquiète pas, ils se frottent les mains. Bon, voilà. Alors, en tout cas, voilà, Google doit suivre ça très attentivement d'ailleurs, parce que lui aussi, il a un truc sur le feu. Ça s'appelle Gemini, ou Gemini, et c'est censé être tueur de GPT-4, et c'est prévu cet automne. Les avocats de Google inspectent chaque morceau du dataset, d'ailleurs, pour vérifier qu'il leur causera pas d'ennui. Ils ont même rejeté des manuels universitaires d'astronomie et de biologie à cause de ça. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on lit dans un article de The Conversation sur Gemini, qui a d'ailleurs quelques autres révélations. Donc Gemini, ce serait un modèle qui serait pas forcément seulement un modèle de langage texte. Il peut aussi générer des images, comme Midjourney. Donc il serait multimodal, donc ça pourrait analyser des images, des graphiques par exemple, ce serait aussi génératif, ce que GPT-4 n'est pas, même dans ses versions visuelles la plus avancée. Donc Gemini pourrait aussi être utilisé pour contrôler des logiciels à la voix, encore le côté couteau suisse de ce modèle qui pourrait être utilisé aussi bien pour Bard comme chatbot, que pour d'autres fonctions dans Google Doc par exemple. Donc Gemini serait un petit peu polyvalent, accessible aussi en version API pour des applications tierces d'ailleurs, et il paraît que Sergey Brin lui-même participerait au développement de Gemini, donc voilà, on n'est sans doute pas au bout de nos surprises. Il s'ennuyait, le pauvre. Il y a une question qui se pose, je le glissais rapidement en intro, évidemment, c'est quand on voit le rôle de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est l'impact dans le monde du travail. Guillaume, un peu de nouveau là-dessus. Oui, alors effectivement, donc avant même Gemini, Google a lancé aussi cet été un outil qui fait froid dans le dos de pas mal de journalistes et qui s'appelait Genesis. Enfin, il a évoqué un outil qui s'appelle Genesis, un outil destiné à écrire des articles de presse simples et répétitifs, certes, donc pas une menace selon Google, mais quand même. Donc l'IA va affecter le marché de l'emploi, c'est probable. On a récemment eu 3 rapports à ce sujet. Il y en a un d'IBM, un de LinkedIn et un de l'Organisation mondiale du travail. Alors, LinkedIn voit une explosion des demandes d'emploi liées à l'IA, ce qui est pas super étonnant. Et puis bon, il faut se méfier des chiffres comme le nombre d'emplois qui mentionnent ChatGPT a été multiplié par 21 depuis novembre 2022.
Bah oui, parce que ChatGPT, il est né fin novembre 2022, donc c'est pas très étonnant qu'il y ait beaucoup plus. Donc on découvre aussi, sans trop de surprise, que tout le monde met de l'IA dans son CV. Et à ce jeu, c'est Singapour qui s'adapte le mieux ou qui bullshit le plus, puisque 20 fois plus de membres ont rajouté des aptitudes IA dans leur profil par rapport à janvier 2016 dans ce pays. Donc j'aurais bien aimé savoir combien avait rajouté Web3 en 2019, par exemple, tu vois, ça aurait été très rigolo. Mais bon, voilà, on a ensuite droit à un tableau qui regroupe les secteurs d'emploi, voilà, et l'impact supposé de l'IA générative dessus. Alors évidemment, c'est le travail de bureau qui morfle le plus. Les métiers manuels sont à l'abri, et les profs étant un peu entre deux, puisqu'il y a une composante un peu physique, disons, au boulot. Bon, c'est pas super intéressant cette étude LinkedIn, honnêtement. Le rapport d'IBM estime que jusqu'à 40% des emplois vont être impactés par l'IA et que les travailleurs vont devoir apprendre à utiliser les nouveaux outils. En fait, le fait d'avoir des connaissances brutes en technologie devient moins important puisqu'on peut demander à ChatGPT de faire les trucs. Donc en fait, il suffit de savoir utiliser ChatGPT. Les emplois vont pas disparaître, mais ils seront augmentés, entre guillemets. Augmenter, c'est une terminologie qu'on trouve aussi dans le rapport de l'Organisation mondiale du travail. Les IA ne remplaceront que peu d'emplois. Par contre, les gens qui utilisent les IA remplaceront les gens qui ne l'utilisent pas. Donc, alors, le rapport de l'Organisation mondiale du travail, là, internationale du travail, paraît au premier abord rassurant, parce que voilà, les nouveaux outils viendront compléter plutôt que remplacer les emplois, et en plus, il n'y en aura pas autant que ça. En tout cas moins qu'avec les estimations d'IBM. Alors IBM qui fait des IA lui-même, quand même, hein, donc conflit d'intérêts, tout ça, c'est pas, voilà, il faut quand même être un petit peu prudent. Et bon, premier truc cocasse avec le rapport, quand même, avec le rapport de l'Organisation mondiale du travail, là, c'est que ce rapport a été en grande partie fait par GPT-4. Alors, pas pour la rédaction du rapport lui-même, mais pour attribuer à chaque type et catégorie d'emploi, parmi une très longue liste, une sorte d'appréciation et un score sur le fait qu'il soit automatisable ou pas et à quel point. Donc c'est pas GPT-4 qui a écrit le rapport, mais c'est lui qui a fait l'analyse en fait, sur lesquelles se basent toutes les stats faites par les auteurs. Donc pour un rapport qui s'intéresse à l'impact des IA sur le travail, c'est quand même assez marrant. Alors bien sûr, là encore, tous les emplois sont pas exposés pareil, on s'en doute, là encore le travail de bureau en particulier, le plus répétitif, est le plus exposé. On note quand même que les femmes sont plus exposées que les hommes, et en conclusion, on lit en effet qu'en gros, dans les 4% des emplois sont susceptibles d'être automatisés, sous-entendu totalement, et dans les 14% ont le potentiel d'être augmentés. Donc ça paraît plutôt rassurant de prime abord, mais il y a beaucoup de limites et de nuances, je trouve, à cette conclusion, malheureusement, parce que déjà, si on combine les deux, on se retrouve quand même avec plus d'un quart des travailleurs qui seront impactés par l'IA, ça fait quand même beaucoup de monde. Et en plus, ça veut dire quoi? Augmenter, en fait. Aucun rapport ne quantifie le nombre d'heures de travail qui pourraient être prises en charge par les IA. Alors c'est vrai que c'est très difficile, mais bon, si un tiers des heures de travail d'un groupe de personnes sont prises en charge par une IA, alors soit le groupe est un tiers plus productif, soit on peut se séparer d'un tiers de ses effectifs. Il est absolument pas clair que le gain de productivité soit préféré à une simple augmentation des marges. D'ailleurs, il faut même qu'il y ait une demande pour ça. Pour que la productivité soit utilité, il faut qu'il y ait une demande. Donc une augmentation ne veut pas forcément dire préservation de l'emploi. Donc il y a une autre grosse limitation du rapport qui est qu'il se focalise uniquement sur les modèles de langage, explicitement. Or, on sait bien qu'il existe plein d'autres IA dans la création graphique, dans la création vidéo, musicale, dans la 3D, et que leur impact sera majeur. Et ça, c'est absolument pas quantifié. De l'aveu même des auteurs, il y a aussi un angle mort dans cette étude, parce qu'en gros, dans leur quantification, il existe entre les emplois qui sont totalement automatisables et ceux qui sont augmentables, il y a toute une série d'emplois où ils savent pas trop, en fait, dont l'appréciation est difficile et qui tombent dans ce qu'ils appellent eux-mêmes la grande inconnue. Alors effectivement, cette inconnue, elle est assez grande parce qu'elle représente à peu près 10% des emplois. Il va leur arriver quoi? Est-ce qu'ils seront quasi automatisés, sous-augmentés, on sait pas trop. Donc, après, évidemment, mais on peut pas leur en vouloir pour ça. L'étude porte sur les IA d'aujourd'hui, sur ChatGPT en particulier, en fait, tout seul. Alors qu'en fait, on se doute bien que les IA de dans 2 ans, dans 4 ans, les outils qu'on fera par-dessus seront probablement plus sophistiqués et plus adaptables. Bien, oui. Donc le rapport s'attend à voir aussi des nouvelles créations d'emplois. Ça, c'est vrai, il y en aura, c'est certain, mais combien et de quelle qualité, c'est moins clair. Parce qu'il y aura besoin d'ingénieurs et d'experts, ça c'est sûr, mais il y aura aussi besoin de Mechanical Turk et de clickers pour raffiner, créer les datasets, et c'est pas du tout le même boulot. Donc, perso, je suis moyennement rassuré par ce rapport, en fait. En réalité, je pense que c'est surtout très très difficile et qu'on ne sait pas vraiment, parce que c'est une question beaucoup trop compliquée, on essaye de quantifier, mais c'est vraiment difficile, quoi.
C'est très difficile de l'évaluer. Il y a une étude au passage qui a été présentée là par GetApp sur les usages de l'intelligence artificielle au travail sur un échantillon je crois que c'est 500 employés français qui utilisent donc des outils d'IA générative. Et donc il y a quelques chiffres qui sont intéressants. À quelle fréquence utilisez-vous ChatGPT? Ils sont 24% entre 3 et 10 fois par jour, 22% moins de 3 fois par jour. Ok, bon. Vérifiez-vous, j'adore cette question. Vérifiez-vous les contenus générés par ChatGPT pour identifier des erreurs ou des incohérences? À 47%, oui, je relis et vérifie soigneusement chaque réponse avant de m'en servir. 48%, oui, là c'est un peu plus honnête. Oui, je vérifie certains contenus générés, mais pas tous. Bon, je pensais même un peu exagéré. Et oui, je vérifie ponctuellement les contenus générés, mais pas de façon régulière. Seulement 3%. Quelles sont vos inquiétudes concernant l'usage de ChatGPT au travail? On y arrive. Alors, dépendance excessive à 36%. J'ai un peu de mal à identifier ce qu'on voit derrière cette dépendance excessive. J'ai du mal à considérer que c'est une interprétation littérale de la réponse. Automatisation et déshumanisation des modes de communication, 31%. Ça, je pense qu'il y a l'enjeu du robot qui fait peur. Piratage possible de ChatGPT. Ça, c'était sans doute les spécialistes en matière d'IT à hauteur de 30%. Information potentiellement biaisée et non objective à seulement 26%. Donc, c'est pas le premier élément qui arrive. Pensez-vous que ChatGPT peut, à l'heure actuelle, créer du contenu qui rivalise avec les créations humaines? Je vous enlève tout suspense. Ils sont une immense majorité à dire oui jusqu'à un certain point. Je pense qu'on va être nombreux à pouvoir répondre ça. Et 44% des employés sondés ont désigné le remplacement d'emploi comme leur principale préoccupation éthique concernant l'usage d'outils d'IA générative. On sent que vraiment c'est l'enjeu, c'est cette peur d'être remplacé, mais qui, comme tu l'as illustré juste avant, est très difficile à mesurer et on ne sait pas encore quelles vont être les conséquences à moyen et long terme. Attendons de voir. En attendant, Guillaume, comme on n'a pas toutes ces réponses, je te propose qu'on termine cet épisode de Rentrée de Tech Café avec notre dessert habituel, celui qui consiste à parler de divertissement pur et dur, à savoir de jeux vidéo. Guillaume, c'était le Gamescom 2023 cet été. C'était la Gamescom, effectivement, du 23 au 27 août. Donc il y a eu plein de trucs. Alors il y a eu plein de jeux, un peu de matos, quelques présentations. Alors côté jeu, il n'y avait pas de grosses annonces, pas de grosses nouveautés, il me semble. Plutôt un petit peu plus de contenu sur des trucs qui étaient déjà annoncés. Avec voilà. Bon, il y a eu beaucoup de gameplay de Starfield, mais en fait c'était un leak. Je me suis rendu compte après. Ah ok. C'était pas du tout officiel. Je pensais que c'était des diffusions officielles. Je me suis. Même pas. D'ailleurs, le YouTuber s'est fait arrêter parce qu'il a aussi voulu vendre des copies pirates. Enfin bon, c'est tout un bordel. Donc plus officiellement, il y a eu des images d'Alan Wake 2, voilà, de Black Myth Wukong, et du gameplay pour Crimson Desert, qui est un MMO qui a l'air absolument dingue d'ailleurs, par les mêmes auteurs que Black Desert, je crois. Donc plus de gameplay pour Lord of the Fallen, pour Assassin's Creed Mirage, et tout ça, ma foi, est très très alléchant, c'est vraiment très beau, c'est vraiment next-gen, voilà, ça fait plaisir, on est vraiment rentré dans un niveau graphique, si tu veux, qui, ne peut être atteint que sur Xbox Series X correctement, quoi. Donc ça, c'est vraiment pas mal. On a eu droit aussi à des annonces un petit peu plus, un petit peu plus techniques, avec des annonces DLSS et FSR. Alors évidemment, DLSS et donc aussi FSR. Donc à ma droite, on a DLSS 3.5 qui améliore l'upscaling des images en ray tracing. On rappelle peut-être pour ceux qui nous rejoindraient que c'est évidemment des procédés qui visent à améliorer le rendu graphique en matière de résolution et aussi en matière de fluidité, mais pas avec de la puissance matérielle, mais avec justement des algorithmes. Excuse-moi, je fais la petite parenthèse pour resituer les choses. Absolument, DLSS, ça veut dire Deep Learning Super Sampling. Donc ça utilise le Deep Learning pour faire de l'upscaling, de la super résolution. Et donc justement, c'était pas complètement évident de faire ça sur des images en ray tracing parce que en fait, le nouveau DLSS, justement, prend donc en entrée une image sans ray tracing, puis les données des rayons et les vecteurs de mouvement. Le truc, c'est qu'en général, on lance peu de rayons, parce que c'est quand même très cher de lancer des rayons, donc on va pas en lancer des milliards. Donc on en lance pas énormément, et donc on a une image qui est très très bruitée. Et quand on a en entrée une image très bruitée, quand tu l'upscales, en général, une image très bruitée, c'est une image qui scintille. Après, quand tu l'upscales, ça va donner une image qui scintille. Donc Nvidia a donc entraîné un autre algo qui sait beaucoup mieux gérer ces images bruitées, qui sont issues du lancer de rayons, et qui les associe à tout un tas d'autres informations pour donner une image qui soit de très bonne qualité et stable malgré tout. Donc en sortie, tu peux juste avoir l'image upscalée, et ça, la bonne nouvelle, c'est que donc ce DLSS 3.5 fonctionne sur toutes les RTX, même les séries 2000 et 3000, et si tu, en plus, veux donc générer des images intermédiaires pour augmenter le framerate, tu vas devoir utiliser ce qu'ils appellent l'Optical Flow Field, qui n'est disponible que sur les RTX 4000.
Donc c'est quand même intéressant parce qu'il y a quand même des nouveautés intéressantes, même pour les RTX de génération antérieure. Et donc, puisqu'on parle de génération de frame, ça n'a pas traîné, AMD aussi en propose dans le FSR 3, qui, comme le DLSS 3, permet d'augmenter donc le framerate en générant des images intermédiaires, mais cette fois, et d'ailleurs comme d'habitude, ils n'utilisent pas de machine learning chez AMD. Et en fait, ils utilisent les shaders tout bêtement, et du coup, ça marche sur toutes les Radeon, et ça marche aussi même sur les GeForce, tout simplement, ça marche absolument partout. Le FSR 3 marche partout, aussi bien que le FSR 2, et il va marcher aussi sur toutes les consoles d'ailleurs, sur toutes les consoles... sur toutes les consoles à base d'AMD, c'est-à-dire la PlayStation 5 et les Series. Mais donc, si vous avez une Radeon, vous pouvez aussi avoir une autre fonctionnalité qui est assez marrante, c'est AMD va permettre la génération de frames sur tous les jeux DirectX 11 et DirectX 12, c'est ce qu'ils appellent le Fluid Motion Frame. Et en gros, Fluid Motion Frame, c'est un algo qui s'active au niveau du pilote et qui ressemble un peu à ce que font les TV qui interpolent les images, tout simplement. Le FSR 3 va quant à lui devoir être implémenté dans les jeux comme les autres, tout simplement, pour disposer de plus d'informations et donc devrait proposer aussi une meilleure qualité de génération. Donc comme le DLSS du même numéro, FSR 3 n'est pas non plus une solution miracle, donc il peut sans doute faire passer un jeu de 60 à 90 voire 120 FPS très bien. Vous attendez pas à passer d'un jeu de 15 FPS à 30 FPS pour le rendre jouable. Ça, c'est pas possible en fait. Il faut que le jeu soit déjà assez fluide, tout simplement pour que l'écart entre les images soit pas trop important, parce que sinon, évidemment, la génération, ça fait des trucs qui sont assez dégueulasses, quoi. On va sublimer un plat déjà savoureux en plat exceptionnel, mais on peut pas faire d'une boîte de raviolis une œuvre d'art non plus, c'est ce que je retiens. Excellent. Des nouvelles du côté de la PlayStation Portable, mais bon, pas tout à fait, Guillaume. Et oui, on a eu l'annonce du cul, l'annonce officielle de ce projet Q qui s'appelle en fait PlayStation Portal. Et donc, c'est la dernière allusion graveleuse que je pourrais faire sur cette machine. C'est vraiment dommage. En plus du vrai nom, on a eu un vrai prix pour la Portal, c'est $200. Et en plus du vrai prix, on a la vraie configuration. C'est du 1080p en 8 pouces, 60 fps, c'est tactile. Et c'est Wi-Fi uniquement, pas de 5G, que dalle. Donc on a aussi une vraie limitation qui est très étonnante puisqu'elle ne fait pas de cloud gaming. En fait, elle ne stream que les jeux que vous avez installés avec amour sur votre petit SSD palpitant, sur votre PlayStation 5 chérie. Pourquoi ? Aucune idée. C'est d'autant plus bizarre que les jeux PlayStation 5 en streaming arrivent, mais bon, voilà, peut-être que ça sera rajouté plus tard. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas... je suis à peu près persuadé que ça peut s'activer logiciellement, de toute façon. Donc, c'est une limitation un peu conne. Oui. Mais... Alors, les premiers tests montrent une machine réactive, le prix est contenu, l'usage est aussi assez restreint. J'aime ton qualificatif contenu. $200, c'est quand même moins cher qu'une Logitech qui fait à peu près la même chose, mais qui elle peut faire par ailleurs du cloud gaming, mais bon. Ouais. Bon, je sais pas trop. En tout cas, pour finir, on a aussi eu quelques bruits de couloir sur la PlayStation 5 Pro, des détails qui sont pas super précis sur beaucoup de sites qui sont pas forcément super sérieux, mais bon. Ça fait pas des super infos, tout ça. Ça fait pas des super infos, je suis assez d'accord. Mais bon, on parlerait globalement, a priori, d'une machine qui aurait le double de la puissance graphique par rapport à la PlayStation 5, soit la même chose que ce qu'on avait entre la PS4 et la PS4 Pro. La PS5 Pro pourrait donc faire de la 8K, ce dont tout le monde se fout, et aussi faire de la 4K en 60 fps, et qui est déjà nettement plus intéressant. Donc, les kits de dev devraient arriver en novembre. La PlayStation 5 Pro semble donc quand même être une réalité. Elle serait prévue pour une sortie en 2024, selon Tom Henderson. Ce sont des rumeurs. Eh ben, on attend de voir. J'aime bien ces infos qui sont pas tout à fait des infos, la beauté des rumeurs, surtout dans le monde du jeu vidéo. Un petit mot aussi sur un succès a priori déjà acté dans le monde du jeu vidéo, mais qui a évidemment son lot de frustration, c'est Baldur's Gate 3, Guillaume. Oui, on parle de la PlayStation 5 Pro. Alors, est-ce qu'il y aura une Xbox Series X Pro, Parce que a priori, c'est... Ouais, sans doute pas dans les stratégies, ce serait une Xbox Series XX ou une série X carré, puisqu'on a eu la Xbox One et la Xbox One X. Non, c'est débile. Donc voilà, devant l'impossibilité de la nommer correctement, Microsoft renonce à avoir une console de mi-génération comme la PS4 Pro. Et c'est une très bonne nouvelle, si vous voulez mon avis d'ailleurs. On l'apprend dans une interview de Phil Spencer à la Gamescom. Donc il y aura un refresh de la Series S en préparation avec plus de stockage. Par contre, les Xbox Series X seraient déjà considérées comme les consoles Pro, en fait. Et finalement, il n'y a pas besoin d'une console plus Pro que ça.
Bon, en réalité, la Series S commence à être un petit peu petit bras et Microsoft a toujours voulu une parité totale de jouabilité entre la Series S et la Series X et ça commence à devenir difficile. On le constate tout de suite avec Baldur's Gate 3 qui arrive finalement cette année sur Xbox. Le jeu possède sur PC un mode coop en écran splitté qui n'a pas été possible d'implémenter sur Series S correctement. Donc il sera probablement sur Series X. Et bon, ils vont continuer à faire de leur mieux chez Microsoft pour assurer la parité, mais apparemment c'est pas facile tout le temps. Bon, la console est vraiment pas chère, mais elle est aussi pas extrêmement puissante. Bon. Un autre Phil Spencer... Ça s'appelle un compromis, hein. C'est difficile au bout d'un moment, mais c'est un compromis. C'est exactement ça. Enfin bon, voilà. Phil dit que l'avenir est radieux sur Xbox, avec des exclus qui arrivent, à commencer évidemment par Starfield, le rouleau compresseur, puis Forza et Hellblade, et qu'il y aura à terme des jeux Activision qui arriveront dans le Game Pass, mais pas immédiatement. Il faudra attendre un petit peu, ça prendra un petit peu de temps, en tout cas, donc ce sera probablement pas du tout pour cette année. On attendra suivre les infos à ce sujet. Baldur's Gate 3, hein, encore une fois, j'ai l'impression que ça a été un très gros succès. Moi, je suis assez, évidemment, tu me connais, j'aime les jeux de rôle, j'aime Donjons et Dragons, donc je suis... mais bon, j'ai malheureusement, je pense pas du tout le temps, mais je ne peux pas m'empêcher de réfléchir à comment imbriquer mon agenda pour y trouver un peu de temps. On verra. Un petit mot pendant qu'on y est dans le domaine des jeux vidéo, ce serait pas très responsable de notre part de ne pas vous tenir au courant sur ce rachat d'Activision Blizzard King qui, décidément, est un sujet à rebondissement au pluriel, hein. Oui, alors cette fois, bon, donc il y a eu une rallonge, hein, cette fois l'accord doit être conclu avant le 18 octobre, un truc comme ça. L'accord est restructuré en fait, donc parce que évidemment les Anglais sont pas d'accord, donc l'accord est restructuré, donc Activision a consenti à donc un plus grand délai parce que normalement ils auraient dû racheter cet été. Donc là ça va durer jusqu'en octobre, mais par contre il y a toujours ce problème du cloud gaming qui occupe les Anglais, ils trouvent que voilà c'est pas sport, donc du coup Microsoft va restructurer son projet d'acquisition pour transférer à Ubisoft les droits sur le cloud gaming pour les jeux actuels et les nouveaux jeux d'Activision Blizzard. Ça devient un bordel. Moi, en toute transparence, Guillaume, je fais des efforts. Moi, je comprends plus rien, en fait. je suis complètement navré, mais je suis paumé. Je sais. Je suis désolé. Non, je sais, c'est compliqué. C'est très compliqué. Donc, voilà, le Royaume-Uni, ne veut pas que Microsoft soit trop dominant sur le cloud gaming. Donc, ils revendent, en fait, les droits de cloud gaming d'Activision, des jeux Activision à Ubisoft à un tiers. Quel enfer. Pour répondre aux inquiétudes soulevées par l'autorité britannique de la concurrence. Donc alors voilà, je cite, ça inclut l'exécution d'un accord effectif à la clôture de notre... Bon. Donc en gros... Non mais c'est les textes, c'est toujours des textes comme ça. Oui. Et donc voilà, donc en gros Ubisoft aura tous ces jeux, les droits sont perpétuels et donc tous les jeux des 15 prochaines années sortiront en cloud gaming via Ubisoft et donc pas a priori sur xCloud. Tu te rends compte quand même pour le consommateur moyen d'arriver à appréhender les enjeux qui tournent derrière ces trucs-là, ça devient un enfer, je trouve. Non mais il n'y a que nous pour suivre tous les robots. Oui, j'avoue, c'est vrai, je suis d'accord. Allez, un dernier mot d'ailleurs, on va conclure avec Netflix, qui est décidément un acteur qu'on continue à citer quand on parle de jeux vidéo, évidemment pas avec la même dimension que toutes les entreprises qu'on vient de citer, mais quand même, Guillaume. On parle de streaming, et non, Netflix va devenir le Netflix du jeu vidéo aussi. Oui, parce que ça, c'est un truc, le Netflix du jeu vidéo, c'est Microsoft. Mais Netflix aussi peut devenir le Netflix du jeu vidéo. Et d'ailleurs, il commence à faire des tests avec des jeux qui sont probablement les jeux c'est les jeux les moins streamables. Enfin, ça n'a aucun intérêt, puisque ils sont en train de faire des tests en streamant Oxenfree. Et un jeu de B.J. Weld, un truc, un jeu de puzzle débile. Donc c'est vraiment du test, c'est vraiment pour voir si ça marche. Donc c'est vraiment, pour l'instant, c'est pas du tout déployé. Mais pourvu que tu aies donc un Chromecast, une télévision LG, un Amazon Fire, tu vois, ou ce genre de truc, ou une Nvidia Shield, tu pourras utiliser des applis pour justement jouer à des jeux vidéo en streaming, comme sur xCloud, mais via Netflix. Donc effectivement, Netflix petit à petit, développe son offre de jeux, rachète des trucs et va probablement proposer des services, dont des services de streaming de jeux vidéo. Ça commence à venir, mais ça va prendre vraiment, vraiment du temps. Intéressant, quand même, à suivre cette démarche. On verra si leur travail paye. En tout cas, c'est un travail clairement de marathonien. Merci beaucoup, Guillaume, pour cette veille assez exhaustive de l'actu des nouvelles technologies pour cet été 2023. C'était un immense plaisir de vous retrouver et de faire cet épisode. Alors d'abord en ta compagnie, Guillaume, et puis surtout en sachant que vous allez nous écouter, que vous allez pouvoir nous faire tous vos retours. Vos retours, vous le savez, ils se font sur techcafé.fr, sur le serveur Discord que j'ai définitivement installé dans un rythme quotidien de consultation. J'avais beaucoup trop délaissé cet espace d'interaction avec vous
C'est désormais une chose que je corrige. Et puis, je suis ravi aussi de savoir que vous allez envisager de venir nous soutenir sur Patreon, patreon.com/TechCafé. Je vous rappelle le dispositif, le podcast est gratuit, mais vous pouvez nous soutenir si vous voulez nous soutenir durablement. Et puis, en contrepartie, vous profitez des épisodes sans la pub et du chapitrage détaillé des différents sujets. Guillaume, il est grand temps, enfin, pour ce premier épisode de la 11e saison de Tech Café, de dire à tous nos auditeurs où on peut te retrouver, Guillaume. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce qu'on peut te retrouver quelque part? Pas du tout sur PromChan. Non, on va me retrouver sur, je sais pas. Et tu sais qu'ils ont sorti une remasterisation de Quake 2. Tiens donc, ok. Elle est sur le Game Pass et elle a l'air magnifique. Eh ben écoute, on sait où on va te retrouver. Génial. Bah tiens, ça me fait penser que je fais Black Mesa, le remake de Half-Life. On en reparlera. Mais tu sais qu'il y a une version de Half-Life 2 en RTX qui arrive. Et oui, vu ça. J'ai vu ça aussi. Avec des là, pour headcrabs le coup, de toute beauté. Ah, ça va être magnifique. On en reparlera. Quelque chose me dit qu'on en reparlera. Merci beaucoup, Guillaume, pour ta préparation. Merci beaucoup à vous pour votre fidélité. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr. Rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de podcast. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.